Bonjour à tous pour cette 9e émission de The Call, et aujourd'hui on est encore bien nombreux dans le studio et on accueille quelqu'un de bien particulier, mais avant tout un petit tour de table. On a comme d'habitude Maxime qui va m'aider à présenter, puis Paul Lou qui était déjà venu la semaine dernière, Amaury, Hugo en ingé son, Zoé et Mathilde et Alexandre qui sont 3 invités de Malherbe qui viennent un peu renforcer une radio qui n'est plus de Charles de Gaulle mais interlycéenne. Monsieur Ferret qui sera interviewé aujourd'hui. Oui, bonsoir. Et j'ai présenté tout le monde. Oui, non, excuse-moi, Tancred qui vient aujourd'hui. Voilà. Et sur ce, donc Maxime, c'est la deuxième interview. Pour même la troisième. Ah bon? Il y a eu celle de Tricycle, celle pour le centenaire de la guerre mondiale, tout ça. Voilà. Donc troisième interview pour la 9e édition de The Call. On a fait histoire, musique et maintenant on va faire de la sociologie. Ah, excellent. Et on va faire ça tout de suite du coup. Donc, j'ai décidé d'inviter Monsieur Ferret à la radio lycéenne de Charles de Gaulle. Je vous ai invité en qualité de docteur en sociologie et démographie, ce que j'ai découvert au début de l'année. J'ai été un peu surpris et je vous invite à vous présenter pour être sûr que je dis pas de bêtises. Je ne sais pas quoi dire. D'abord, je suis professeur au lycée Charles de Gaulle depuis 21 ans. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai mis en ligne une émission de 97 faite par des lycéens du lycée Charles de Gaulle sur YouTube. C'est comme ça, vous pourrez voir ce que faisaient vos ancêtres. Sinon j'ai passé une thèse de sociologie et de la mobilité sociale sur une usine qui a fermé ses portes en 1993. Donc il s'agissait de la Société métallurgique de Normandie et j'ai reconstitué des générations de salariés sur 3 voire 4 générations pour voir comment les parcours s'étaient faits, comment s'étaient installés les grands-parents, ce que devenaient les enfants des sidérurgistes licenciés, voilà. Et puis j'ai enseigné à l'université de la licence 1 à un master. Puis finalement, vous voyez, j'ai réduit mes activités à l'enseignement au lycée de Charles de Gaulle et puis quelques conférences que je fais ici ou là, notamment. J'en parlais juste avant l'émission sur la bande dessinée belge. Je fais de la sociologie du cinéma, sociologie de la bande dessinée, sociologie de la culture en général. Et justement, je voulais vous interroger là-dessus. Peut-être que je vais attendre un petit peu. Avant, j'aurais juste voulu que vous donniez, c'est peut-être un peu simple, hein, mais une définition claire et synthétique de la sociologie et aussi des problèmes qu'elle soulève. Surtout qu'il n'y a pas que des ES ici, on a des L et des S. Il y a des L, des S, donc... Moi, je ne connais pas du tout, par exemple. Alors, la sociologie, c'est une intention, c'est une démarche qui date d'Auguste Comte, à qui on attribue habituellement la création de ce mot. Bon, en fait, c'était pas lui, mais c'est pas grave. Donc, ça veut dire socio et logo, c'est-à-dire discours sur le social. C'est l'idée qui remonte déjà au grec ancien, notamment Aristote, que le social ne se donne pas à voir directement, comme pourrait le percevoir n'importe qui, notamment un journaliste, un romancier, mais qu'il y a quelque chose de dissimulé, qu'il y a un voile et que ce voile mérite d'être levé pour comprendre le sens exact des actions humaines. Alors, il y a plusieurs manières de lever ce voile. C'est par exemple l'interprétation statistique, c'est se dire que la loi des grands nombres donne un sens différent de celui que l'on croit donner à nos actions. Il y a une manière plus anthropologique qui est de chercher les codes qui nous régissent et qui font que l'on a tel choix de carrière, tel choix de conjoint. Et puis, si on va un peu plus en profondeur, il y a une démarche davantage psychanalytique de l'inconscient social qui existe déjà chez un grand sociologue français. Je parlais d'Auguste Comte, mais le maître de la sociologie française, c'est davantage Émile Durkheim et qui lui parlait d'inconscient collectif. D'accord. C'est une... Alors, elle était pas courte, mais il me semble qu'elle était claire. Elle était pas synthétique, mais elle était claire. Tout va bien, Edgar? Tu vois à peu près à quoi ça sert la sociologie? Sur le fait que ça soit de la psychanalyse, c'est ce qui m'a frappé parce que on n'entend pas. Enfin, j'avais pas vu ça sous ce point-là. Est-ce que c'est vrai que la dernière fois, je voyais ça sur Internet, c'était le fait que par exemple dans les stations de tram, on a des poteaux qui sont au milieu. Enfin, je sais plus trop si c'était clair, mais c'était pour qu'il n'y ait pas une foule qui s'amasse dans les entrées des trams. Mais est-ce que c'est ça? Non, ça c'est ce que j'ai dit. Alors, c'est de l'urbanisme, Edgar. Ah, d'accord. Mais non, mais ils expliquaient ça comme quoi c'était évident que ça allait créer une foule et en faisant maintenant ces piliers-là dans l'inconscient de la foule, ça allait la dispatcher.
Donc Oui. ça revient à ça ou enfin je sais pas si j'étais clair sur mon exemple. Je connaissais pas cet exemple, mais il faut comprendre que la sociologie, ce n'est pas du comportementalisme. Ça, c'est la vision américaine qui réduit la sociologie trop souvent et la psychologie à l'étude des comportements. Et donc, c'est un peu le sens du dernier prix Nobel d'économie, d'ailleurs. Avec cet exemple qui nous semble grotesque ou amusant, c'est selon, mais qui est réel, c'est celui de la pissotière. C'est-à-dire que faire une fausse mouche dans une pissotière, ça permet de faire moins d'entretien. Bon, donc en fait, on fait du comportementalisme, c'est-à-dire qu'on fait des incitations, d'une certaine manière, on tend des pièges de façon à guider les comportements. Alors, quand même, ça nous renvoie à une autre question, c'est celle du déterminisme social, parce que si on guide nos comportements, et même en disant que ce n'est pas du comportementalisme, ça laisse finalement peu de place à la liberté. C'est la critique principale qui est adressée à la sociologie. Peut-être que vous pourriez définir déterminisme social. Oui. Alors, le déterminisme social, c'est que nous agissons malgré nous, quelles que soient nos intentions. Par exemple, les enfants de profs vont devenir profs, les profs vont choisir un conjoint qui est de leur même milieu social. Donc finalement, il y a peu de place pour la liberté. Donc déterminisme s'oppose à liberté. Ouais, très bien. D'accord. Mais moi, j'ai peut-être une question sur le déterminisme. Au fond, est-ce que c'est pas justement une sorte de liberté que quand on est fils de prof et que on veut devenir prof, au fond, c'est une sorte de liberté puisque on a vraiment un modèle et on a l'impression de choisir mine de rien. Enfin, on voit ce que c'est et on a l'impression que c'est vraiment pas bien, quoi. Est-ce que c'est pas comme si, au fond, c'était quand même un choix? C'est une expérience, mais qui est limitée. C'est sûr que quand on est enfant de prof, on connaît davantage les codes, on connaît le rythme de vie. Maintenant, on se prive quand même de la plus grande partie du monde. Moi, j'ai un copain, par exemple, qui est un mécanicien tout à fait extraordinaire, et lorsqu'on le voit travailler, on a envie de devenir mécanicien. En fait, nos choix se font aussi par ignorance des autres choix possibles. Alors, c'est sûr que chacun de nous se pense d'autant plus libre qu'il est déterminé. Plus vous avez une expérience étroite des choses, moins vous avez le sentiment de l'étroitesse de l'expérience que vous vivez. Ok. Et d'ailleurs, je viens d'y penser là à l'instant, mais c'est une question que j'ai en tête depuis le début de l'année. Vous voyagez énormément, non ? Non, parce que ça c'est uniquement quand mes finances le rendent possible. Je sais que oui, non mais c'est vrai. Par contre, comment vous faisiez en fait. J'ai des collègues qui, je vais vous dire comment ils font, c'est-à-dire que ils se saisissent de l'opportunité de n'importe quel colloque, et puis ils se font payer. Je dis pas ça de manière péjorative, mais là par exemple, j'avais un prof de sociologie qui est à Strasbourg qui m'écrit, excuse-moi, je suis au bain chaud au Japon. C'est-à-dire que oui, parce que chaque colloque est l'occasion de se faire offrir un voyage et d'y rester une semaine de plus. Après ça peut être assez frais, mais en tout cas, le voyage est pris en charge. Alors maintenant, il est, à mon avis, très important de voyager pour déprovincialiser sa perception du social. Il y a deux manières de déprovincialiser. C'est essayer de sortir de son propre milieu, parce qu'on est tous quand même très étriqués. Généralement, le choix du conjoint n'est pas un choix. C'est tout simplement le champ des possibles que nous fréquentons. Et également, il faut aller à l'étranger pour discuter avec d'autres perceptions. Par exemple, je vais vous donner un exemple qui m'avait amusé. J'étais parti en Hongrie. Alors cette fois-ci, c'était pour rencontrer des collègues parce qu'on avait un projet franco-hongrois. D'études, de recherche. Et donc j'ai de la chance d'avoir beaucoup de collègues francophones en Hongrie, et l'un d'entre eux me dit « La France est le dernier pays socialiste d'Europe ». Et donc c'est intéressant. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons encore une sécurité sociale et on a encore des droits à la retraite. Et c'est vrai que cette perception de notre pays de l'extérieur nous semble étrange. Mais par contre, il y a aussi des perceptions communes. Partout où je vais, j'entends le même discours. Nos dirigeants politiques sont corrompus. Ça m'a frappé parce que j'arrive en Serbie, j'arrive en Palestine. C'est à peu près une des premières choses qu'on me dit. En Bosnie aussi. Et je me dis, mais là, on est vraiment face à un phénomène social mondial. C'est-à-dire que, à un moment donné, comme on allait vers la bureaucratisation des activités avec la construction des États modernes, qui se sont répandus, on s'éloignait de la corruption, de la mesure où tout passait par des lois, des règlements et par des relations impersonnelles. Et là, c'est comme si on avait un mouvement de reflux à l'inverse, que tout se faisait au contraire par clientèle, par attache personnelle, par intérêts familiaux. Voilà. Et ça mérite d'être interrogé aussi, parce que je pense pas qu'on puisse lire la vie politique uniquement à travers la vie des partis. D'accord. Et est-ce que vous arrivez encore à voyager sans être tout le temps dans la sociologie ? Impossible.
Et alors, vous voyez du coup vraiment les différences entre les régions du monde au niveau de la sociologie? C'est-à-dire l'histoire de la sociologie dans des autres pays? Non, je pense à la façon dont va réagir la vision des autres pays, comme vous disiez, ou alors la vision de son propre peuple, ou je sais pas. Alors, on va parler de code culturel. Comme les anthropologues ou les socio-anthropologues, parce qu'on parle plutôt de socio-anthropologues en fait que de sociologues stricto sensu, vont toujours se poser la question de la forme familiale et des modes de transmission familiale à l'étranger. Par exemple, si je vais dans le Maghreb, je vais demander est-ce que l'alliance privilégiée c'est par la cousine croisée du côté du père ou la cousine croisée du côté de la mère. Donc effectivement, on a toujours ce type de questionnement. Je vous parlais tout de suite, quand je parlais de corruption, c'est pas seulement la corruption, ce sont des systèmes très profonds, inscrits dans l'anthropologie, qui passent par les familles, qui passent par les clans, et qui expliquent aussi beaucoup les échecs politiques. Pourquoi, par exemple, la libération, entre guillemets, de la Libye par Nicolas Sarkozy, ça pouvait pas marcher? Parce qu'il n'avait pas compris que la Libye, c'est un système social. Tout comme l'Afghanistan, c'est un système social et qu'on n'exporte pas la démocratie dans des pays qui en sont encore dans l'organisation par clan et par tribu. D'accord. Je suis bien d'accord. Et je vous ai entendu dire ça tout à l'heure et je voulais vous poser la question parce que c'est les éditions Harmattan. L'Harmattan, oui. L'Harmattan, oui. Qui disent que vous êtes sociologue du cinéma. Aussi, oui, c'est vrai. Je me suis demandé ce que c'était qu'être sociologue du cinéma. Oui. Alors, je vais vous raconter comment ça s'est produit. En fait, il se trouve que j'ai une collègue qui était malade à l'université, qui enseignait à ce sujet du cinéma, qui m'a demandé de la remplacer. Donc, ça a commencé comme ça. Bah oui, c'est une histoire triste au départ, mais vous savez ce que c'est. On y prend goût. Et puis en plus c'est une occasion de voir des films, de se faire plaisir. Alors, sociologue du cinéma, c'est une tradition qui remonte à un Allemand qui est très important, qui s'appelle Siegfried Kracauer. C'est quelqu'un qui, avant la Seconde Guerre mondiale, a assisté à la montée du nazisme et qui est allé interroger énormément de metteurs en scène, dont Fritz Lang est le plus connu, mais aussi Pabst, sur le plateau pour voir quel sens ils donnaient à leurs films. Et il s'est aperçu que les metteurs en scène, les réalisateurs allemands étaient de très bons sociologues en réalité. Pourquoi? Parce qu'ils sentaient les évolutions et ils sentaient quelles étaient les attentes du peuple allemand. Quand vous mettez en scène la représentation d'un peuple, c'est généralement pas pour faire un échec commercial, c'est pour une réussite commerciale. Donc il faut sentir les attentes. Et les attentes du peuple allemand, c'était un peuple surtout, que je parle de la partie masculine du peuple allemand, qui était en plein désarroi et qui recherchait une mère. Alors on va dire c'est étrange parce qu'on recherche une mère, mais c'est Hitler qui vient, mais il n'empêche que c'était l'appel d'une mère. Et c'est pour ça que la montée du nazisme, elle se lie à travers le cinéma allemand et à travers une figure. C'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le grand guerrier blond, le surhomme, mais bien au contraire, l'homme allemand défait qui met sa tête sur les genoux d'une femme et qui pleure. Voilà. Et à travers cette vue qui est récurrente, parce qu'il ne faut pas que ça n'arrive qu'une fois, cette vue qui répondait à un besoin de spectateurs masculins allemands, vous percevez le pouvoir de Hitler. C'était celui qui prenait la place de la mère auprès d'un peuple en plein désarroi. Ils avaient perdu la guerre, mais ils avaient aussi une inflation énorme. Ils étaient au chômage. Quand ils n'étaient pas au chômage, ils voyaient leurs revenus baisser. Donc un peuple en désarroi qui appelait à l'aide. Il faut bien comprendre ça, c'est que le fascisme, bien souvent, on se trompe un petit peu. C'est-à-dire qu'on se dit, ce sont des brutes, des skinheads qui ont envie de cogner. Ça, c'est très marginal. Le fascisme, son problème, c'est qu'il est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire qu'il trouve sa force dans la peur, dans le désarroi, dans l'angoisse des gens. Et tant qu'on n'a pas répondu à cette solution, on ne peut pas faire barrage au fascisme. C'est exactement le genre de sociologie que j'adore, ça. Ouais, c'est passionnant. Ouais. Et il me semble que vous avez écrit un livre, si je me trompe pas, sur un certain James Bond. Ah oui. Alors. C'est toujours de la sociologie du cinéma. Oui. Alors, en fait, c'était un colloque sur James Bond qui avait lieu à Paris, à la Bibliothèque nationale de France. Et en fait, ce que je voulais faire, c'était montrer que l'usage de la statistique et de la chronologie statistique pouvait éclairer une série comme celle de James Bond. Donc, en fait, j'avais choisi le thème des James Bond Girls. Et en fait, assez curieusement, personne n'avait choisi ce thème-là. Il y en avait d'autres qui avaient choisi les vêtements, d'autres les voitures. En fait, on était deux copains à intervenir sur les James Bond Girls. Et en fait, on avait fait un important travail de répertoire de toutes les James Bond Girls sur toutes les correspondant à tous les acteurs. Et pour voir ce qui pouvait être significatif, et notamment l'écart d'âge.
l'écart d'âge, comment il se situait par rapport au personnage principal. En général, il y a quand même une vingtaine d'années d'écart d'âge entre James Bond Girls et l'acteur qui va incarner James Bond. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, il y a l'image de l'homme à femme. Or, si vous regardez bien, James Bond ne peut pas s'attacher à une femme, et lorsqu'il se marie, la femme meurt. Parce que James Bond, c'est le célibataire éternel. Il ne peut pas avoir de femme. Et ça répond à un besoin des Anglais de célibat éternel Alors, non mais ça, effectivement, ça serait une question intéressante. Alors, là, je suis sur un terrain que je ne connais pas. Vous savez qu'une des cultures qui me semble plus étrange, c'est la culture britannique. Oui. Non mais c'est vrai, j'avais un copain anglais qui me disait je suis anglais et donc je suis bizarre, et je crois qu'on a une perception des deux côtés de la Manche qui est un peu de ce côté-là, donc je ne prétends absolument pas connaître la culture britannique et voir comment celle-ci est éclairée ou éclaire les films de James Bond. Il y a un futur livre à écrire là pour le coup. Oui, moi j'ai une question. Là, vous avez pris l'exemple, enfin pour votre livre, des James Bond Girls. Avant l'émission, on parlait des Schtroumpfs. Est-ce que vraiment tout peut être un sujet de sociologie? Est-ce que vraiment tout inclut des choix qui, d'une manière ou d'une autre? Oui, tout à fait. Mais là-dessus, je vais pas me faire que des amis. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en fait, il faut comprendre qu'en France, il y a une haine de la sociologie, parce que la sociologie est considérée comme opposée au libre arbitre, et donc est considérée comme une forme d'idéologie, pas comme science. Ça, il faudrait parler du caractère scientifique, ou en tout cas de troisième culture au moins de la sociologie. Et donc la sociologie, en nous disant que nous sommes déterminés, que rien n'arrive par hasard, eh bien, c'est désagréable. C'est désagréable parce qu'on n'a pas envie d'entendre ça. Alors je vais répondre à cette question du village des Schtroumpfs. Effectivement, c'est une vieille question, parce que des livres ont été publiés là-dessus. Est-ce que c'est une représentation d'une société totalitaire? Alors déjà, est-ce que c'est un objet légitime pour la sociologie? Oui. Tout objet est légitime. Alors pourquoi aurions-nous quelque chose de spécifique à dire que les critiques littéraires n'ont pas encore dit, que les psychologues ou les psychanalystes n'ont pas encore dit? En fait, la sociologie repose sur l'idée que dans chacun de nos actes, il y a une création culturelle et que la portée est toujours plus importante que ce que nous croyons y mettre. Par exemple, le simple fait de se dire bonjour, de se demander comment allez-vous, etc., ou dans la création poétique, ou dans la création de cinéma, en fait, on y met toujours davantage parce qu'il y a un fond culturel qui est déposé, que nous déposons à notre tour et dont nous n'avons pas conscience. C'est pour ça que je parlais d'inconscience sociale. Alors attention, inconscience sociale, c'est pas le terme qu'utilise Durkheim. Il utilise le terme d'inconscient collectif. Et alors, ce qui est amusant, c'est que le même va utiliser le terme de conscience collective. Donc, il y a une conscience collective, une inconscience collective. L'inconscient social, c'est davantage chez Bourdieu qu'on va le retrouver, parce que Bourdieu prenait la socio-analyse, qui serait un peu l'équivalent d'une psychanalyse appliquée au social. D'ailleurs, vu que vous parlez d'inconscient social, il y a une question que je voulais vous poser. On s'éloigne peut-être un petit peu de la sociologie, mais c'est au début de l'année, quand vous faisiez souvent référence à la psychanalyse, et que je vous ai demandé si vous aimiez vraiment la psychanalyse, et que vous m'avez dit oui, et moi je vous ai pas cru au début, j'ai cru que vous me charriez. Et en fait non, vous aimez vraiment la psychanalyse, et pour moi c'est quand même une surprise de concilier sociologie et psychanalyse, parce que c'est quand même deux matières fondamentalement opposées pour moi, et peut-être que je me trompe, mais il y en a une qui cherche les causes toujours à l'extérieur, l'autre à l'intérieur de l'être, et une qui se dit scientifique, et l'autre qui a une limite scientifique. Alors, tout d'abord, tout le monde se dit scientifique. Ça mange pas de pain de se dire scientifique. Après ça, la vraie question, c'est quels sont les critères de scientificité? Une des raisons pour laquelle on a dénié le droit à la psychanalyse de se dire scientifique, c'est parce que la psychanalyse n'est pas falsifiable. C'est un terme qui nous vient de Karl Popper, c'est-à-dire que la psychanalyse a toujours raison à tout, que si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous faites de la résistance. Donc, en fait, la psychanalyse a toujours le dernier mot. Elle se justifie elle-même. Donc, elle est toujours auto-justifiée. Alors, s'agit-il d'approches différentes? D'abord, je rappelle que Freud n'a pas écrit que sur l'inconscient individuel. Il a écrit le passé d'une illusion, enfin l'avenir d'une illusion, je ne sais plus ce que c'est d'ailleurs. Il a écrit Totem et Tabou. Donc il s'est aventuré sur des terrains sur lesquels il était extrêmement critiqué, mais sur lesquels il pensait que la science de l'inconscient, c'est comme ça qu'on pourrait le dire, et
science de l'inconscient, ça veut dire pas seulement individuelle, éclairer des phénomènes historiques, comme par exemple dans Totem et Tabou, le meurtre originel du père et l'alliance des frères contre le père, ainsi sacrifié afin de conquérir collectivement la mère. C'est son interprétation. Donc en fait, il y a une application collective du complexe d'Oedipe. Après ça, il y a des débats qui s'engagent, notamment sur l'universalité du complexe d'Oedipe, que j'entends bien, sur le fait que il était lui-même situé socialement, et finalement, il fait la psychanalyse de la bourgeoisie autrichienne de son époque, ce qui est quand même pas tout à fait la même chose que la psychanalyse de l'humanité tout entière. Mais pour ce qui me concerne, sur le plan de la connaissance, que l'on appelle épistémologique, il n'y a qu'une science humaine, il ne peut pas en avoir plusieurs. Et cette science humaine, soit elle nous dit autre chose que ce que nous pouvons voir, et dans ce cas-là, elle a un intérêt, soit tout nous est déjà donné à voir et nos seuls sens suffisent, et dans ce cas-là, il n'y a besoin d'aucune science humaine. D'accord. Je tiens à dire qu'il y a Samuel Gandon qui nous a rejoint autour de la table, qui est arrivé pile au bon moment, étant donné qu'on était en train de parler de psychanalyse. Est-ce que tu veux nous dire un mot sur Totem et Tabou? Non, ce micro-là marche pas. Du coup, Totem et Tabou, c'est un livre que j'ai lu il y a quelques temps déjà, que j'aurais beaucoup de mal à synthétiser comme vous l'avez fait, que j'ai trouvé très intéressant, surtout au niveau documentaire, parce qu'il intègre énormément de recherches anthropologiques qui ont été faites jusqu'ici. Donc si ça vous intéresse, je vous le recommande, parce que c'est vraiment une mine d'or au niveau des références qu'il contient. Et ensuite, quelque chose qui est intéressant, c'est la manière qu'il a d'aborder le christianisme, comme apportant justement une réponse plus efficace que celle qu'apportent les primitifs aux problèmes posés par l'inceste et par l'Oedipe, que Freud met totalement en lien dans sa théorie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si jamais c'est notre chroniqueur romancier, c'est pour ça que j'ai invité à participer. Juste, c'est marrant que tu poses cette question parce que moi j'arrive plus à faire la limite, à créer la limite entre une analyse quand on a par exemple l'analyse sur James Bond ou les Schtroumpfs, une analyse qui est sociologique, donc avec la différence avec une analyse qui serait psychanalytique. Comme dans Les Pays de Merveille. Ouais, et là j'arrive plus à faire la différence donc. Alors d'abord, les psychanalystes eux-mêmes sont divisés. Je veux dire par là que peut-être que je fais de l'impérialisme en essayant de m'approprier une discipline qui n'est pas la nôtre, mais les psychanalystes eux-mêmes ne sont pas forcément d'accord sur le sens à donner à la psychanalyse. Alors, il faut d'abord comprendre au moins deux choses. C'est il y a de l'inconscient, et l'inconscient, il n'est pas que dans l'individu. Vous avez un élève célèbre c'est Carl Jung de Freud qui faisait de l'inconscient transmissible, une donnée transmissible, et donc vous pouviez avoir des névroses sur plusieurs générations qui se transmettaient. Le deuxième point qui approchait la psychanalyse, le premier reproche est souvent d'être trop individuel et trop situé, c'est de faire une espèce d'impérialisme de la sexualité comme outil de compréhension. Tout s'expliquerait par la sexualité. Donc Marx, tout s'expliquerait par l'économique. On peut trouver un principe explicatif général. En même temps, c'est un peu dangereux parce que là, à mon avis, si on veut absolument prouver qu'il y a un principe explicatif général, on tombe vite dans la métaphysique et on sort de la science. Pourquoi ? Parce qu'on a décidé que ça serait ça et pas autre chose. Puisque vous êtes sociologue, moi je vais vous interroger sur ce que vous pensez de la psychanalyse en tant que science et les problèmes qu'elle a pu poser dans son conflit, par exemple, avec certaines sciences dures, comme au niveau de l'autisme, par exemple, ou même le fait qu'elle mette en marche peu de protocoles véritablement solides pour étayer ses thèses. Qu'est-ce que vous en pensez de ça Alors oui, là c'est un petit peu gênant parce que je vais pas répondre en tant que psychanalyste. Je ne le suis pas, et il y a déjà une raison pour laquelle, c'est que je n'ai pas fait de psychanalyse moi-même. Il faut rappeler que c'est la première condition pour être psychanalyste. Pour moi, la psychanalyse, c'est une réserve d'idées. Donc oui, c'est un réservoir à idées. Donc je l'ai dit, Freud lui-même s'est éloigné de la psychanalyse individuelle. Il y a des sociologues, des grands sociologues, qui sont intéressés à la psychanalyse, qui ont rédigé des livres. Il y a Georges Gurvitch qui, je crois, qui a écrit quelque chose. Il y en a d'autres, donc je pourrais vous trouver la référence. Donc c'est une vieille question. Par contre, effectivement, c'est une vieille question qui surprend aujourd'hui, et ça c'est un problème, c'est qu'on a un manque de débat d'idées aujourd'hui. C'est-à-dire que honnêtement, le débat
n'est pas très intéressant aujourd'hui. C'est-à-dire que pourtant il y a toutes sortes de débats. Par exemple, la sociologie du décès de Johnny Hallyday, c'est génial. Il y a plein de choses à faire sur Johnny Hallyday en sociologie. D'ailleurs, j'ai distribué en cours 2 anciens articles d'Edgar Morin sur le sujet et un autre de Fabiani, Jean Fabiani, qui a été publié à ce moment-là. La génération yéyé. Oui, c'est ça. D'accord. Je voulais vous poser une question. On va s'éloigner un tout petit peu de la sociologie. J'étais plus intrigué par Encore une quelque fois. chose. C'est au niveau de votre politisation. En fait, j'ai remarqué qu'à Charles de Gaulle, vous êtes un des professeurs les plus manifestement politisés. Et tous les élèves ont conscience de votre bord politique et vous avez plusieurs fois agi, même pendant les blocus. Et même pendant vos cours, vous affichez certaines valeurs. Et je voulais vous demander si, déjà, c'est peut-être un peu bête, mais d'un point de vue légalité, est-ce que ça pose aucun problème? Et aussi, est-ce que vous n'avez pas peur que, au niveau des élèves, ça décrédibilise votre propos, parce que eux pourraient considérer que c'est des opinions clivantes et donc du coup, loin de toute objectivité? Non, il n'y a pas de problème pour en parler. Tout d'abord, il faut aussi faire la part des légendes. J'ai entendu dire que j'avais bloqué le lycée avec des élèves. Non, ça n'a jamais été vrai. Je n'ai jamais bloqué le lycée avec des élèves, même si des parents ont pu le répéter. Sur mon expression, il faut bien comprendre que je ne suis pas fonctionnaire d'autorité. Donc la loi laisse liberté d'expression à tous les fonctionnaires qui ne sont pas d'autorité. L'obligation de réserve ne s'applique qu'aux fonctionnaires d'autorité et l'obligation de discrétion pour tout le monde. Mais ça, c'est normal. Donc, alors par contre, ce qui est intéressant à voir, c'est que dans la pratique, bien souvent, ceux qui subissent la répression sont ceux qui n'ont pas l'obligation de réserve, parce qu'ils sont en position subordonnée, tandis qu'on a vu des procureurs de la République qui, en position d'autorité, devraient se taire, s'exprimer, ne pas être sanctionnés, puisque ça allait dans le sens du pouvoir de l'époque. Du coup, les fonctionnaires d'autorité, c'est ceux qu'on... C'est par exemple les chefs d'établissement, D'accord, ok. les inspecteurs, donc j'ai dit les juges et procureurs. Ah, donc le proviseur n'a pas le droit d'exprimer d'opinion politique. Le proviseur est effectivement concerné par le devoir de réserve, le proviseur adjoint et aucun autre membre du personnel de ce lycée. D'accord, Mhm. c'est intéressant à savoir. D'accord. Et sur le deuxième cas, sur du coup la validité de vos propos aux yeux des élèves. Bah ça, je peux pas me substituer. Ils en pensent ce qu'ils veulent. Hein. D'accord. Parce que c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois et tout, et qui inquiète parfois, surtout pour ceux qui sont plutôt de droite. Oui, non mais il faut le dire. Attendez, d'abord, il faut insister sur le fait que je tiens jamais aucun propos sexiste, homophobe, raciste. Bien sûr. Donc là, par contre, je pourrais être sanctionné, non pas au nom de l'obligation de réserve, mais tout simplement parce que ce serait illégal et ce serait juste. Maintenant, si dire que être favorable au partage des richesses, à une distribution du pouvoir, c'est faire peur, peut-être que je fais peur, mais je ne changerai pas pour ça. Je crains que ça fasse peur aujourd'hui, c'est ça qui est fou. Et étant donné qu'on parle de vous, j'ai entendu parler d'une vente aux brioches, d'une vente de brioches au noir. Je voulais savoir si c'était vrai. On peut censurer si jamais Non, mais ça vous compromet. Ça veut dire qu'il y a des histoires longues, il y a des traditions qui se transmettent de génération en génération au lycée. Effectivement, il faut se remettre dans le contexte. C'est qu'au lendemain de mon service national, je n'avais aucun revenu. Et il faut bien comprendre que quand on n'a pas cotisé au chômage, on n'a rien. On n'a que ses yeux pour pleurer et généralement on vit chez ses parents. Donc ça veut dire que je squattais chez des copains et il fallait que je trouve chaque jour de quoi me nourrir. Et souvent je ne faisais qu'un repas par jour et mon seul petit déjeuner c'était un café sur le zinc parce que ça coûtait moins cher. Donc ça voulait dire que n'importe quel emploi, je le prenais. Et effectivement, j'ai vu une annonce. À ce moment-là, j'étais sur Caen. Le reste du temps, j'étais à Paris, où je vois vente de brioches. Et donc, comme c'est dans Ouest France, je me présente au bar où l'on recrutait. Je suis recruté pour la journée. Et donc, je vends de la brioche en porte-à-porte. Et mes collègues, donc c'était une espèce de fourgon, si vous voulez, avec des cartons et des cartons de brioches. Et puis, des gens qui étaient recrutés comme moi parce qu'ils étaient chômeurs dans les bars. Et donc, mes collègues me disent
disent que en fait l'entreprise n'est pas déclarée, que les papiers que nous allons présenter aux gendarmes, effectivement il y a un contrôle gendarmerie, étaient faux parce que la personne qui avait son nom et sa photo en fait n'existait pas, et que nous étions chargés de dire que chaque brioche était faite au bon feu de bois et que nous on faisait du porte-à-porte parce qu'on était des jeunes qui voulions nous installer pour faire de la boulangerie comme autrefois. C'était complètement bidon puisque les brioches étaient faites en usine, paraît-il, dans la région de Lyon, mais ça j'ai pas pu le vérifier. Donc en fait c'était bien une entreprise mafieuse nationale. Mais un grand nombre de jeunes sont passés par là, et en plus c'était très lucratif. Je peux vous dire que j'étais payé à la demi-journée de la main à la main, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait du porte-à-porte, on avait un chef d'équipe, on lui donnait l'argent, il nous reversait notre part, et à l'époque j'avais un collègue qui se faisait, parce que c'était un meilleur vendeur que les autres, jusqu'à 10 000 francs dans le mois, c'est-à-dire qu'il se faisait 2 fois le SMIC en travaillant en noir, et c'était extrêmement lucratif pour l'entreprise clandestine qui organisait ça. Vous faisiez de mal à personne, vous apportiez juste des brioches. Alors les brioches étaient vraiment très chères, hein. Elles n'étaient pas faites au feu de bois non plus, hein. Donc évidemment maintenant il paraît qu'elles n'étaient pas si mauvaises réchauffées au four, mais disons qu'elles étaient quand même beaucoup plus chères que ce qu'elles valaient. Ouais. Wow. Si jamais l'histoire a été déformée de génération en génération, c'est devenu en fait vous achetiez avec des potes des brioches à Leclerc et vous alliez les revendre en disant que Oui. c'était du fait maison. Ça n'a rien à voir. Non, on a enfin la vérité du coup. Ouais, c'est rassurant. Une question que je voulais vous poser, c'est il y a eu plusieurs de vos cours qui ont été assez déprimants. Et en fait, je voulais vous demander si vous étiez optimiste par rapport Oui, à l'avenir. très. Ah bon? Parce Oui. que des fois on le voit pas, hein. Quand vous parlez de l'écologie ou de la politique. Oui, on va tous mourir, ça c'est évident. Non, je suis quelqu'un qui est entièrement du côté de la vie, du côté de l'optimisme. Et d'ailleurs, vous me demandiez tout à l'heure si j'étais plus politisé que les autres profs. Je dirais oui et non. Oui, parce qu'effectivement, ça m'intéresse une bonne partie de mes lectures, mais non, parce que les autres ne sont pas moins engagés que moi, ils sont engagés différemment. D'abord, mes collègues, faut quand même le préciser, croient dur comme fer qu'il existe un devoir des réserves des enseignants. Bon, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas été syndicalistes. Moi, c'est un travail que j'ai fait aussi. Mais c'est vrai, moi, j'ai animé la commission anti-hiérarchie de Sud Éducation pendant plusieurs années. Donc, je veux vous dire que les textes, j'étais dedans, la jurisprudence, j'étais dedans. Bon. Avec tout ça, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, non, mais si, mais la différence, si vous voulez, c'est que mes collègues sont plus dans le centre. Par exemple, il y avait une folie pour Bayrou, vous savez, François Bayrou. Il y a quelques années de ça, les profs du lycée Charles de Gaulle, une grande partie d'entre eux, en tout cas, s'engageaient pour le vote en faveur de François Bayrou. Donc, c'était bien un engagement. Alors, je crois que la différence, c'est que c'est le degré auquel nous acceptons le monde tel qu'il est, et je pense que pour ne pas l'accepter tel qu'il est, il faut être profondément optimiste. Évidemment, je passe pour un peu fou, hein, pour un fou gentil, mais pour un fou quand même, en croyant qu'on peut vraiment changer structurellement les choses. Et donc on va pas tous mourir. Si, quand même. Mais nos arrière-petits-enfants, eux, connaîtront sans doute. Non, mais après ça, je pense que ce sont les hommes qui font l'histoire. Alors, faut se bouger un petit peu, mais et tout le monde, hein, je veux dire que en face de nous, on a le 1% des plus riches qui s'agitent beaucoup pour rester le 1% le plus riche et que nous sommes encore plus pauvres. Hein. Donc, ils font l'histoire. Donc, il n'y a pas de raison que nous, on reste sans faire l'histoire. Ça, c'est une vision très marxiste, au final. Alors, sur le marxisme, je répondrai ce qu'a dit Marx. Marx a dit « je ne suis pas marxiste ». Mais pour une raison très particulière, c'est qu'à son époque, quand vous ajoutiez un isme, c'était péjoratif. Mais effectivement, toute pensée est en évolution. Ce qu'on dit à 40 ans, on ne l'aurait pas forcément dit à 20. On ne le dira pas non plus à 60. Donc faire de Marx un fétiche qui aurait eu toujours raison, qui serait jamais trompé, non, ça c'est débile. Mais ce que je vais dire de Marx, c'est ce que j'ai dit sur la psychanalyse. C'est aussi un réservoir d'idées. Il y a énormément de choses à puiser. Dernière question. On en parlait un peu avant. Elle a un peu improvisé. Elle n'a pas vraiment de forme. C'est sur la question du féminisme. Je pourrais dire que vous nous avez confié en classe que vous avez reçu pas mal de lettres d'insultes de féministes. Je dis ça en classe, moi? Oui. Mais je dis n'importe quoi en classe. Faut arrêter. C'est peut-être moi qui retiens un peu trop. Mais... Et comment ça se fait? Non. En fait, c'est pas tout à fait passé comme ça. Mais je vais revenir sur cette question du féminisme. Tout d'abord, je fais partie des gens qui se sont engagés vraiment matériellement dans le féminisme, notamment dans la défense pour le droit à l'avortement.
Maintenant, il y a plusieurs féminismes. Il y a le féminisme pour le droit de vote, le féminisme pour accéder à un emploi égal par le contenu et par le salaire. Et puis aujourd'hui, nous assistons avec un féminisme que je ne comprends plus. C'est-à-dire un féminisme de culpabilisation, je le disais tout à l'heure juste avant de commencer, c'est-à-dire que j'ai des collègues, notamment quelques-unes, en SES, pas à Caen, qui me font comprendre qu'il y a de la domination masculine et donc que je suis naturellement parmi les dominants. Alors pour moi, compte tenu de mon engagement qui remonte quand même à plus de 30 ans maintenant, apprendre à mon âge que je fais partie des dominants, c'est un petit peu dur. Et quand j'explique que je suis pas forcément très dominant, ni chez moi, ni au lycée, ni ailleurs, je vois pas tellement où je suis dominant, on me dit si, car tu es homme, hétéro et blanc. Alors là, on retrouve 3 péchés. C'est-à-dire qu'ils sont sur lesquels je peux strictement rien, je peux pas agir sur ça. C'est vrai, je vais pas le contester. Donc je peux pas agir là-dessus. Et pour vous dire que je ne comprends plus ce féminisme d'aujourd'hui, c'est quand on m'explique qu'on peut être femme voilée et féministe. Alors j'entends bien qu'il y a des Iraniennes, des Afghanes, des Arabes d'Arabie Saoudite qui souhaitent ôter le voile et qui sont féministes. Ça évidemment, elles sont voilées et féministes. Mais que l'on soit à la fois partisan du voile et féministe, là non, je ne comprends plus. Je peux intervenir sur Bien la sûr. forme du féminisme. Au niveau du voile, ça, je m'y connais pas trop. Je me suis pas trop penchée sur la question, j'avoue. Mais quand on parlait de différentes formes de féminisme, c'est que maintenant le féminisme, c'est pas que revendiquer des droits, disons concrets, de salaire, d'égalité de chance pour l'obtention d'un boulot ou des trucs comme ça. C'est aussi vouloir une égalité réelle dans les mœurs. Et le féminisme, c'est plus que les droits des femmes, c'est aussi revendiquer les droits de certains hommes. C'est que dans les mœurs et dans la socialisation, il n'y a rien dans les gènes qui disent qu'une fille va plus jouer à la poupée, aimer le rose et faire de la danse classique et qu'un garçon va plus être apte à planter des clous et construire un meuble Ikea et enfin, ouais, des choses comme ça. Et le féminisme aujourd'hui, à mon sens, on a gardé le mot parce que c'est un mot historique, parce que de base il est venu des droits, disons concrets, genre par exemple le droit de vote des femmes. Mais aujourd'hui c'est plus que ça, c'est une réelle égalité entre hommes et femmes. Voilà. Ah oui, de toute façon, moi je suis antisexiste, mais maintenant je me dis plus féministe, je me dis antisexiste. Et croyez-moi que si j'ai le choix et que je peux ne pas planter des clous avec un marteau, j'évite de le faire. Par contre, j'adore faire la cuisine. D'accord. Mais même pour rebondir sur ce que disait Zoé, c'est en finir avec vraiment cette socialisation différenciée, au-delà du clou, de la cuisine, tout ça, c'est des trucs par exemple dont vous avez conscience vous-même, c'est le fait qu'on va poser aux filles des questions redistributives. Non. Je vois que il écoute bien mes cours, mais il ne se souvient pas de tous les mots. Non, ce que j'ai dit en cours, Restitutive. voilà, c'est que des expériences ont été faites, c'est-à-dire que des sociologues se sont placés au fond de la salle pour voir combien de fois les filles étaient interrogées par rapport aux garçons et quelle était la nature des questions posées. Un des résultats, je ne connais pas toutes les études, mais disait que les questions d'ordre cognitif étaient posées aux garçons, c'est-à-dire qu'on leur demandait de résoudre un problème, alors que les questions restitutives, c'est-à-dire récite ta leçon, lis le texte, qu'est-ce que j'ai dit, étaient davantage posées aux filles. D'accord. Oui, alors mais ça c'est le gros problème. D'ailleurs, c'est pour ça que je tiens à ce que la sociologie soit la science de l'inconscient. Parce que vous dites ça à moi, parce que moi je suis comme tout le monde, je le fais certainement tout autant que les collègues, ou aux collègues, on va tous s'insurger, on va dire mais non, on ne pratique pas ça comme ça. Heureusement qu'il y a des gens qui tiennent des statistiques. Non, parce que les statistiques, ça sert aussi à dévoiler l'inconscient social. Ça s'adresse aussi bien à vous qu'à Zoé. C'est comment peut faire l'homme, mais vraiment le mâle en tant qu'individu, à partir du moment où, qu'il le veuille ou non, il est porteur d'une charge et d'une violence symbolique qui a, donc on l'a dévoilé, est extrêmement importante vis-à-vis des femmes, pour se débarrasser de cette violence-là. À mon avis, de toute façon, aujourd'hui, mais à n'importe quel âge, qu'on ait 50 ans ou même nos âges à 17 ans, de toute façon, on a été élevé dans une socialisation qui fait que profondément en nous, il y a des choses sexistes qui nous modèlent, quoi. Et individuellement, à mon sens, c'est compliqué d'agir concrètement. Et ce qu'il faudrait de toute façon, c'est changer dès l'enfance, des bases de la société.
Et parce qu'il y a plein de choses qu'on fait qui sont sexistes de manière extrêmement inconsciente et on s'en rendra jamais compte. Et même quand on s'en rend compte, de toute façon, c'est compliqué de les changer parce que c'est inscrit en nous de toute façon. Et effectivement, par exemple, le truc du cisgenre blanc hétéro machin, et quand vous disiez que vous, en tant qu'homme, vous n'avez pas l'impression de dominer des femmes, c'est personnellement, vous les dominez pas, mais de toute façon, le problème du sexisme, c'est que c'est pas individuel. C'est un problème à partir du moment où c'est devenu une généralité et que c'était plus justement individuel. Par exemple, le harcèlement de rue, s'il y a un mec dans la rue qui vient me voir en m'harcelant et en me faisant des allusions, s'il avait été tout seul, ça aurait jamais été un problème sexiste, ça aurait été juste un connard dans la rue. C'est devenu un problème et c'est devenu du harcèlement parce que c'est général et que, genre, par exemple, hier soir, je suis allée voir Cyrano de Bergerac et qu'en rentrant à 20h, en 30 secondes, il y a 2 groupes de mecs qui sont venus me voir, mais genre vraiment. Et individuellement, eux, ils ont l'impression d'être venus me voir une seule fois. Et du coup, même s'ils n'étaient pas venus me voir, ça aurait pas changé grand-chose. C'est devenu un problème à partir du moment où c'est devenu une généralité, à mon sens. Et je suis d'accord avec toi. À moins que vous vouliez ajouter une dernière chose, Monsieur Ferret, je pense qu'on va conclure parce que cette interview a été longue. Juste une petite chose. Donc, je viens en tant que sociologue, hein, et donc je parle des normes et notamment des normes sexistes. Et le problème que nous rencontrons lorsque nous sommes prisonniers de nos normes, de notre socialisation, c'est que parfois nous les aimons. Et moi, je regarde mes élèves quand ils entrent en classe, les garçons qui se donnent des coups, les filles qui avancent avec leur téléphone rose, les filles qui sont maquillées. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que je ne vais pas dire, alors que ce que tu as dit tout de suite, moi je l'enseigne la socialisation du goût, la socialisation du rose. Mais ce que disait un ami de Bourdieu, c'est que les gens en ont conscience, mais ça ne sert à rien, puisqu'ils continuent à faire quand même. Ouais. Ça me rappelle la réflexion de The Square, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur le fait d'avoir conscience d'être un bobo, mais que de toute façon ça ne change rien, on reste un bobo. Ah oui. On a des réflexions de plus en plus philosophiques. Oui. Du coup, ça prouve la présence d'un inconscient collectif. Vu qu'on fait toujours que respecter un peu les impératifs de cet inconscient-là. Alors, bon, ça risque de relancer le débat. Mais en fait, il y a 2 choses. Il y a savoir et faire quand même, et puis ne pas savoir, comme ce que je disais, les profs qui ont tendance à discriminer, et c'est pas péjoratif parce que c'est vraiment sans intention de nuire, garçons et filles. D'accord. Vraiment, on aurait pu continuer à discuter à un moment. Au pire, vous reviendrez, monsieur, si vous avez envie de revenir. Je vous repréparerai une batterie de questions. Mais certainement, c'est plaisir. Et merci à vous, monsieur Ferret, pour cette interview qui a été passionnante et qui nous a tous instruit beaucoup de choses. Et on passe tout de suite à la chronique d'Amaury, qui est Politico-Histoire. Qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui, Amaury ? Donc, la dernière fois, j'avais parlé de la révolution russe, et cette fois-ci je voulais parler du mouvement ouvrier en général, qui revient de plus loin, et plus précisément je voulais parler de sa création, sa naissance. Donc ce mouvement ouvrier, il est apparu avec la révolution industrielle, qui a commencé en Angleterre fin XVIIIe siècle. À cette époque, c'était d'abord les manufactures qui se sont développées, qui étaient en gros des ateliers, des grandes fabriques où se réunissaient les artisans pour produire. Et qui était, elle, plus productive que l'artisanat à domicile. Après le développement de ces manufactures, avec la division du travail et le machinisme, il y a eu des usines qui ont commencé à apparaître, qui avaient une plus grande productivité que ces manufactures, où les artisans produisaient chacun leur morceau leurs produits en entier. Donc avec tout ce développement de la productivité, l'industrie elle est devenue très très rentable, et donc la bourgeoisie marchande qui s'était développée avec le commerce de marchandises de luxe notamment, elle s'est mise à investir dans cette industrie, et une bourgeoisie industrielle a commencé à se développer et à investir de plus en plus et à vivre de cette industrie. Donc dans le même temps, la croissance de la population et la baisse du besoin en paysans, pour des raisons diverses et variées selon les pays, ça a amené des millions de paysans à affluer dans les villes et à s'entasser dans des conditions horribles, dans des maisons faites un petit peu de briques et de broc et aléatoirement. Donc à l'époque, les rues elles étaient très mal aérées, les égouts étaient peu nombreux, il n'y avait pas ou peu de points d'eau, et donc l'hygiène dans ces villes elle était vraiment horrible. La nourriture elle était de très mauvaise qualité, et les ouvriers ne disposaient de presque aucune éducation. Il y avait beaucoup d'alcoolisme dans toutes les couches de la société, mais surtout chez les ouvriers.
Et donc en conséquence, à Liverpool, les ouvriers vivaient en moyenne 15 ans, là où les classes supérieures vivaient 35 ans. Donc la recherche de profit de la bourgeoisie industrielle, elle a amené au développement du travail des femmes, des enfants et à l'immigration irlandaise, qui ont donc fait grandir cette classe ouvrière. Toujours, la bourgeoisie elle s'est battue pour faire baisser les salaires, pour augmenter les cadences et pour augmenter aussi le temps de travail. Donc à l'époque, c'était quasiment impossible de travailler moins de 10 heures par jour, et encore, c'était pour les enfants. Et il faut imaginer les conditions dans lesquelles c'était. Donc c'est dans ces conditions-là, et c'est cette classe ouvrière-là qui s'est développée à l'époque en Angleterre. Et ces ouvriers-là, ils étaient mis constamment en concurrence, selon leur âge ou leur sexe, comme je l'ai dit, mais aussi selon leur nationalité, entre anglais et irlandais, et selon le fait qu'ils étaient travailleurs ou chômeurs. Donc c'est dans toutes ces conditions-là que s'est développé le mouvement ouvrier. Donc les premières luttes, ça a été sous la forme de destruction des machines, qui étaient accusées de voler le travail. Ces luttes-là, elles étaient sur le long terme inefficaces, parce qu'elles s'attaquaient pas à la racine de l'exploitation, et elles s'attaquaient même pas au final à la racine du développement industriel. Mais très vite, se sont développés ce qu'on appelle des trade unions, qui sont basiquement des syndicats, qui ont mené des grèves importantes, mais qui étaient à l'époque réprimées très durement ou isolées par les patrons. Dans les années 1840, s'est développé le mouvement qu'on appelle chartiste, qui est né notamment de ces trade unions, mais qui était lui un mouvement politique qui se battait pour des droits politiques, notamment le suffrage universel masculin. Donc au départ, ce mouvement-là, il regroupait à la fois les ouvriers, mais aussi toute une partie de la petite bourgeoisie, c'est-à-dire les commerçants, les artisans un peu aisés, mais quand même trop pauvres pour voter, pour payer le cens qui leur permettait de voter, et qui donc luttaient aux côtés des ouvriers, mais qui ont vite fini par abandonner avec la baisse du cens et le développement des revendications ouvrières au sein du chartisme. Donc en effet, dans ce mouvement-là, les ouvriers ils ont rapidement ajouté leurs propres revendications, par exemple la journée de 10 heures ou l'augmentation des salaires. Et parallèlement à ça, il y a de grands syndicats qui se sont développés et qui ont aussi appuyé ces revendications-là. Et donc ce mouvement ouvrier, assez rapidement au final, il a à la fois développé des revendications politiques, mais il s'est aussi séparé de toute une partie de la petite bourgeoisie, de l'artisanat, des commerçants. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de ce petit topo très très rapide, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, sur le développement de la classe ouvrière, c'est que dès le départ, les ouvriers ils ont revendiqué non seulement pour leurs besoins vitaux, mais aussi pour les droits civiques. Et à vrai dire, ça a été eux le fer de lance de la lutte pour ces droits civiques. Ça a été eux qui sont allés le plus loin dans cette lutte pour les droits civiques. Et pour moi, et c'est ça que je voudrais faire passer dans ce topo, c'est la preuve que les ouvriers peuvent changer la société. Et ce que je pense, et ce qui peut être intéressant de débattre, c'est qu'aujourd'hui encore, ils le peuvent. Tout simplement parce que, comme disait Lénine, ils n'ont rien à perdre que leur chaîne. D'accord. Voilà. Bon, bien. Merci à toi, Maurice. C'était une grande chronique historique que tu nous as. Ouais. Oui. J'aimerais ajouter un petit truc, étant donné que je suis le chroniqueur cinéma. Ça te pose un problème, Elka? Non. C'est sur la mémoire ouvrière, je recommande à fond les films de Ken Loach, qui sont les derniers films à dépeindre une classe ouvrière limite idéalisée, et, solidaire, et justement toujours en recherche de droits sociaux, quoi. Voilà. T'avais des questions à nous poser par rapport à cette chronique ou pas, Maury? Non, enfin des questions. Oui, c'est... des questions qui peuvent suggérer un débat ou pas du tout? Non, pour moi, c'est pour ça que j'ai fait ce topo, mais la question principale que ça soulève, ce développement de la classe ouvrière, c'est quoi la place de la classe ouvrière dans la société aujourd'hui, et c'est quoi son rôle historiquement. Parce que ce que je pense, c'est que cette classe ouvrière, elle peut avoir un rôle pour changer la société. J'avais pas du tout pris ta chronique comme ça, moi j'avais pris sur le prisme de la mémoire, et vraiment quel devoir de mémoire il y a à faire par rapport à la classe ouvrière, quoi. Et du coup je pensais à des événements comme la Commune de Paris. Mais c'est pour ça que ta chronique est pas uniquement historique, mais elle est politico-historique, c'est ça? Oui, c'est la subtilité. C'est ça, oui. J'ai peut-être une question à poser, justement à propos de ce que tu dis à la fin sur aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en fait de ça aujourd'hui? Et parce que a priori il y a
toujours autant d'inégalités qu'auparavant. Si ce n'est plus, voilà, c'est ça le problème. Mais pourtant, la lutte communiste a moins de crédit qu'auparavant, ça c'est clair. Il y a moins de partisans et surtout moins d'actions engagées en son sens. Après, moi, je connais pas forcément trop les mouvements, mais de ce qu'on voit en Occident, ça a l'air de se passer comme ça. Et moi, je me demande si c'est pas simplement dû au fait qu'aujourd'hui, peut-être que les ouvriers ont justement, en s'attaquant au système, beaucoup plus à perdre que leur chaîne, comparé à ce que ça représentait autrefois. Et je me demandais si c'était pas justement ça qui bloquait l'engagement d'une lutte véritablement radicale. Alors Amaury, j'imagine que tu as envie de répondre. J'ai juste une réponse à proposer éventuellement avant, si ça t'embête pas. Déjà juste, ce que tu décris est vrai. Le Parti communiste français, pendant mai 68, c'est 22% de l'électorat français. Après les chocs pétroliers, c'est 3%, 2%, puis aujourd'hui 2-3%, voire 1% qui se battent pour rester, et ça continue de diminuer quoi. Et ça va, le Parti Socialiste c'est à peu près pareil donc s'il reste du Parti Socialiste. Ouais. Voilà. Il y a deux réponses pour moi, parce que c'était une question que je m'étais posée aussi. Après, Amaury, tu peux me contredire, mais premièrement, c'est que les employés ont remplacé malheureusement les ouvriers. Je sais plus c'est quoi les statistiques, mais les ouvriers c'était 29% de la société française en 1935 et aujourd'hui c'est quelque chose comme 9%. Voilà, alors que les employés c'est l'inverse, ils étaient une vingtaine en 1985, aujourd'hui c'est 30, 40, je sais plus quoi, mais c'est les employés qui ont explosé et qui n'ont pas les mêmes conditions de travail. Et deuxièmement, il y a une perte en fait de l'identité ouvrière dû au fait que le syndicalisme s'est arrêté presque net. Il y a eu une désyndicalisation massive. Or, en fait, le syndicalisme, c'était un lieu d'échange, de construction politique et qui permettait de créer une identité ouvrière noble où les ouvriers prenaient conscience qu'ils étaient à la base de la production et que il y avait aucune honte à être ouvrier. Aujourd'hui, vu que le syndicalisme a réduit, les ouvriers sont devenus beaucoup plus individuels, beaucoup plus chez eux à regarder la télé, et du coup, leurs votes vont dévier plus vers le Front National. Il y a des problèmes comme ça, quoi. Mais il y a une perte de la conscience ouvrière, quoi. Mais aussi, tout simplement, c'est que, je pense, dans ce qu'ils ont à perdre, les ouvriers, c'est qu'avant, il y avait du travail, quoi. Donc, s'ils perdaient leur boulot parce que le patron n'était pas content, bah, c'est pas grave, ils en retrouvaient un de suite, voire le jour suivant. Aujourd'hui, ils ont ce poids que si ils sont, disons, dans le rapport de force a changé parce qu'ils sont plus à la merci du patron qui, s'il les licencie, bah, ils crèvent de faim, quoi. Et ce qu'il y avait pas ou beaucoup moins avant, parce que dans tous les cas, ils trouveraient du boulot, même si le travail, ce serait toujours des conditions misérables et le minimum syndical pour vivre, quoi. Mais non, mais vous avez dit beaucoup de choses qui étaient intéressantes. Il y a beaucoup de choses auxquelles j'ai envie de répondre, mais je pense que je vais résumer un petit peu la question au final, c'est quoi la classe ouvrière aujourd'hui ? Parce que moi, j'ai fait cette chronique, elle n'est pas gratuite, comme vous l'avez compris. Moi, je suis militant politique avant tout. Je suis là aussi pour discuter politique, pour amener un débat politique. Et c'est une question intéressante de se poser pourquoi j'ai fait cette chronique. Moi, parce que je pense que la classe ouvrière aujourd'hui, même en France, elle a toujours la force de changer les choses. Et pourquoi je pense ça vous avez parlé par exemple de la tertiarisation de l'économie. Déjà, il faut se dire que même si l'économie tertiaire s'est développée, ça ne veut pas dire que la place des ouvriers elle est moins fondamentale, dans le sens où les services produits par le tertiaire, ils dépendent quand même du secondaire en partie. Bien sûr, et ce n'est pas ce que je dis, c'est jamais. Bien sûr. Mais c'est voilà. Le pouvoir du tertiaire augmenté, mais même parmi le tertiaire, au final, moi quand je dis ouvrier, je prends ça au sens très large. Je prends pas juste ça au sens des ouvriers d'usine. Par exemple, ma mère qui bosse dans une maison de retraite, donc du tertiaire, elle se dit ouvrière. Donc je pense vraiment que c'est une classe qu'on peut considérer comme très large et que moi je définirais comme étant toute personne qui survit grâce à son travail. Par rapport à pourquoi aujourd'hui cette lutte des ouvriers elle est dans l'état qu'elle est, c'est-à-dire morte, anéantie. Il y a pendant 50 ans au bas mot, t'as le PS, le PC, la CGT
qui ont trahi à tour de bras tous les ans, tous les 5 ans, ils trahissaient toujours. tous ils les perdaient. autres, hein, parce qu'il y en a 13 de partis communistes en France. Bah oui, ils trahissaient, ils divisaient. Bah bien sûr que les gens, ils en avaient marre. Bien sûr qu'ils étaient dégoûtés. Bien sûr qu'ils déchiraient leurs cartes. C'est évident. Toutes ces trahisons, moi je pense que fondamentalement, pourquoi aujourd'hui les gens votent FN, pourquoi aujourd'hui on voit tout ce qu'on voit de découragement, de non-lutte, de résignation, c'est tout simplement parce que les gens ils sont découragés. Je reprends l'exemple de ma mère, elle se dit ouvrière, elle a dit si à la Révolution je suis en fauteuil roulant, je descends dans la rue pour balancer des briques. Enfin, et pourtant elle dit mais les gens bougeront pas, mais les gens sont cons, mais ça bougera jamais, mais si, mais ça, parce que quelle perspective on a dans cette société? Bah moi je pense que la classe ouvrière, même en France, mais aussi dans le monde entier, parce qu'il faut pas oublier que la classe ouvrière, si en France elle a reculé, elle s'est développée en Chine, elle s'est développée en Inde, elle s'est développée au Brésil. Bon, moi je pense qu'elle a toujours cette force-là de changer la société. C'est dommage que les gens soient cons quand même. Merci Paul. Si on voit à long terme, après tout, c'est pas impossible que des luttes de ce type retrouvent une seconde vie en France, ou même un peu partout dans les pays développés, vu que même le secteur des services, qui autrefois ne pouvait être occupé que par des humains, va lui aussi connaître une mécanisation avec les robots. Du coup, mine de rien, c'est la merde. Bah, on peut espérer qu'ils choisiront une alternative qui se rapproche de celle du communisme. En tout cas, adaptée à notre époque, parce que s'ils choisissent des alternatives comme celles qu'ont l'air de choisir les prolos d'aujourd'hui, moi personnellement, ça m'angoisse beaucoup. Et on pense à la même chose? Oui, voilà. Parce que on peut les faire tomber les masques. Hein. À cette radio, il y a un royaliste, il y a un communiste, et à côté de ça, il y a non, c'est pas lui le royaliste. Okay. Arrêtez. Et Garguito, il est royophile, c'est pas pareil. Et c'est qui le royaliste alors ici? il est pas là aujourd'hui. Dommage, j'aurais trop voulu qu'il soit là avec Monsieur clairement, Ferret. C'est Mathieu Gunanis-Eloi qui est royaliste et avec qui je dois aller boire un café pour discuter de ça, mais j'ai toujours pas eu l'occasion. Et donc voilà, on a un royaliste et un communiste, et on a deux pros salaire à vie. À moins que tu parlais pas de ça. Moi, je pensais au salaire à vie en fait. Je maîtrise pas du tout à ce sujet. D'accord. Alors voilà, un jour peut-être que je ferai une chronique dessus avec Oh, bah tu me Amaury et préviens, tout. je viens. Mais quoi? Tu me préviens, je viens sur le salaire à D'accord, vie. voilà. Et je suis un grand fasciné du salaire à vie. En fait, en disant ça, c'est implicitement ça parle effectivement salaire à vie, parce qu'au final, ce serait la seule alternative possible, parce qu'en fait, il y aurait pas tellement d'autres emplois à remplir. Le salaire à vie, moi je veux bien, mais déjà sous quelle forme? Mm. Et puis comment on l'applique, quoi? Parce que Eh ben, sous on quelle fera une forme, chronique dessus. sous quelle forme si c'est la forme de Benoît Hamon, 500 € par mois, tu te prends 2 mètres carrés et puis tu vas manger des pâtes, merci. Voilà. Hein, Non, mais dans la théorie, Et moi, salaire à j'appelle ça le revenu vie et universel. c'est ça, Mais, revenu universel et salaire le à vie, c'est revenu pas la même universel, chose. dans l'idée, celui que propose Bernard Friot, que je connais vite fait, bon, c'est pas mal, hein, ça promet, mais moi je pense qu'il y a une lutte de classe, et je pense que les bourgeois, ils vont pas juste laisser leur système s'effriter comme ça, s'écrouler, en regardant les bras ballants. Bon, bah, dommage, hein, c'était bien de dominer, mais maintenant, bon, bah, on va leur filer de l'argent, et puis ils vont rien faire. Mais Tu vois, je pense que Non, mais c'est pas c'est comme vrai. ça que l'histoire Bah, c'est marche. ce que disait Monsieur Ferret tout à l'heure, c'est Ouais. que les prolos peuvent refaire l'histoire, mais de l'autre côté, les 1% de la population mondiale les plus riches vont essayer de le refaire aussi, quoi. et Bernard Friot, faut pas oublier que c'est un ancien marxiste. Enfin non, c'est un marxiste, c'est un ancien communiste, et que s'il pense au salaire à vie, c'est parce qu'il se dit le communiste n'y arrivera jamais à cause de la lutte des classes, et que le salaire à vie a une chance de passer dans une forme d'intérêt général et n'est pas si éloigné de notre système actuel en fait. C'est juste une redistribution des richesses qui n'impacte pas trop en fait la construction sociale de base, quoi. C'est vraiment une pensée économique avec beaucoup de bienfaits, je trouve. Et voilà. Aujourd'hui, c'est facile de se dire ça. C'est facile de se dire la classe ouvrière changera rien. Ah non, mais tu m'étonnes. je ne dis pas non, mais ça, je dis que tu vois Bernard ce que je veux Friot dire. pensait, hein. C'est, je dis pas ça de manière péjorative. Hein. C'est bien sûr à première vue,
Qu'est-ce qu'il y a, Paul? Dis-moi. Non, mais je propose de demander l'avis à Edgar, quoi. Non, mais demande pas ça, je suis désolé, mais. Ah, mais vas-y. Tout à l'heure, quand Monsieur Ferret est parti, et qu'Amaury enchaîné, je me suis demandé, mais est-ce qu'il y a quelqu'un de droite à cette table? Est-ce qu'il y a quelqu'un de droite à cette table? Bah, est-ce que je suis de droite? Est-ce que c'est la question? Moi, j'ai envie de faire ma chronique théâtre, en fait, c'est tout. Tu te cherches encore, quoi. Oui, non, mais vraiment, pour le coup, je cherche. Amaury, je te propose de finir avec un petit mot pour qu'on puisse Oh éventuellement non, j'ai passer, juste une question, mais très rapide. Quand sur les manufactures dont tu parlais tout à l'heure, en fait, moi, je viens de voir ça, de découvrir ça il y a 2 heures en philo avec ma prof au lycée, et je me demandais parce que elle nous l'a appris comme étant, en gros, un peu le début de l'application du capitalisme, avec le fait que du coup les manufactures, il y avait des propriétaires de ces manufactures qui employaient la force de travail des travailleurs et qui donc du coup les payaient pas à leur juste valeur, qui les payaient d'ailleurs par la loi de je sais plus quoi, c'est une anecdote intéressante, loi des reins, où ils étaient payés et en fait on calculait le minimum qu'il leur faudrait pour vivre en nourriture, genre par exemple il leur faut 10 kilos de patates pour le mois à vivre et on leur payait le salaire exactement le prix du kilo de patates pour être sûr qu'ils aient pas plus. Mais est-ce que du coup, je sais pas si tu sais, c'est vraiment réellement les premières applications du système capitaliste ou ça remonte à quand ça? Les premières applications, si tu veux, moi je pense que l'histoire c'est pas quelque chose de linéaire. C'est pas, je peux pas te dire à tel moment est apparu telle chose qui, mais c'est la première. C'est pas exactement la première parce que si tu veux, moi je pense que la bourgeoisie industrielle, ce qui fait sa particularité, c'est qu'elle s'inclut dans le processus de production, c'est-à-dire que elle dit moi je prends contrôle du processus de production. Et donc la première fois qu'elle a fait ça, en fait, c'était par l'artisanat à domicile, c'est-à-dire qu'elle vendait par exemple un tisserand, elle lui vendait le tissu, un drapier pardon, et elle lui vend le tissu et puis elle rachète le drap. Mais au final l'artisan il est toujours indépendant. Et au final les manufactures c'est un peu la deuxième étape de ça, c'est pour réduire les coûts. Je sais plus comment on appelle ça en économie, mais de déplacement des matières premières, de logistique, c'était plus pratique de les rassembler tous dans un seul atelier. Mais il y a aussi le côté, comme tu dis, comme ça on peut imposer notre prix, on peut imposer nos conditions aux travailleurs. Donc ouais, je vais pas dire que c'est à partir de là que le capitalisme a commencé à devenir dégueulasse, parce que là encore, je mets pas un point, mais si tu veux, pour moi c'est un processus. Mais je suis obligé de vous diriger vers une fin, malheureusement. Pas de Merci souci. beaucoup, mais je pense que... Alors, je ne sais pas du tout ce qui va se passer après ce jingle. Ça se trouve, on dit au revoir, ça se trouve, on dit pas au revoir. On arrive tout de suite. Bon, eh bien, chers auditeurs, on a eu aujourd'hui uniquement 2 chroniques, mais elles étaient très longues et très passionnelles. Et très à gauche. Et je vous dis au revoir, vous dis tous au revoir et bonnes vacances de Noël, puisqu'on se retrouve pour la rentrée, pour la 10e émission de The Call. Et cette fois, on pourra faire toutes les chroniques qu'on avait voulu faire. Donc lundi de la rentrée, mercredi de la rentrée, pardon, je vous assure qu'on aura un tas de chroniques pour vous. Au revoir. À la prochaine.